Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Votre Liberté. Je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle interview et cette semaine, on reçoit Laurent de la chaîne Liberté Financière. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Salut Cédric, bah écoute, ça va très bien, merci de l'invitation. Bon, je suis ravi de t'accueillir, surtout que tu as fait un peu polémique, on va dire, il y a 4 mois en publiant une vidéo que je mettrai là en gros. En gros, où tu disais que tu arrêtais Realty. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi tu arrêtes Realty. Et après, on va parler aussi surtout un peu de toi, savoir qui tu es. On va parler de ta chaîne. On va parler de ton profil d'investisseur. Et donc, à la fin, on fera un petit débat sur pourquoi tu as arrêté Realty. Et on confrontera un peu nos idées par rapport à ça. Et du coup, on va commencer tout de suite. Et bien, je vais te laisser te présenter. Ça marche. Bah écoute, Laurent Dussault, je suis dans la quarantaine, marié, deux enfants, j'habite Bordeaux et je suis donc créateur de contenu, influenceur, on peut dire youtubeur, voilà, il y a pas mal de termes derrière cela. J'ai une chaîne YouTube que j'ai lancée autour de la liberté financière il y a un petit peu plus d'un an et aujourd'hui, ça, c'est mon activité principale, voilà. Ok, très bien. Donc, tu l'as lancé quand ta chaîne? Je l'ai lancé je crois que la première vidéo, c'était fin juillet 2023. Voilà, suite à un événement particulier d'ailleurs. Voilà, je savais, j'ai toujours été, alors on peut peut-être revenir un petit peu sur mon parcours. Moi, je suis un ancien ingénieur dans la biologie et l'informatique. J'ai travaillé en tant que chef de projet pendant une bonne quinzaine d'années dans le domaine hospitalier, dans deux gros CHU de France. Et travaillant pas mal sur le Covid, à un moment donné, voilà, j'en ai eu marre de gérer des équipes, marre un petit peu de la fonction publique, marre de pas mal de choses. Et j'ai décidé tout simplement de négocier une rupture conventionnelle et de prendre un petit peu ma liberté et d'entreprendre tout simplement, sachant que j'avais déjà un petit peu entrepris avant, préparer la rupture justement. Et puis c'est comme ça que j'en suis venu à YouTube. Et du coup, pourquoi ce sujet de prédilection, la liberté financière? Je pense qu'on a tous envie de, voilà, de gagner de l'argent, d'être libre, de pouvoir se faire plaisir, voilà, vivre comme bon nous semble avec notre famille, profiter voilà de nos proches. Et effectivement, alors la liberté financière, c'est pas simple à atteindre, hein. Il y a beaucoup de choses hein, à tenir derrière. Faut épargner, faut essayer de gagner aussi plus d'argent parce que derrière la liberté financière, on l'obtient à partir du capital que l'on a hein, avant toute chose. Hein, c'est le capital qui est important pour derrière avoir des revenus suffisants. Et c'est voilà, petit à petit, l'idée via la chaîne YouTube, c'était de se challenger, en fait, de partager mon quotidien, mes expériences, mes problématiques, mes pertes, enfin voilà, tout ça. Et de partager aussi mon bilan financier chaque mois, net. Voilà, je pense que, bon, on est pas mal, hein, je crois aussi que tu le fais sur ta chaîne, on est pas mal à partager ce genre de choses. Et c'est vrai que ça challenge parce que déjà, vis-à-vis de soi-même, il faut faire des bilans, regarder ce qui va pas, les répartitions en fonction des types d'investissements. Et ça permet déjà d'avoir cette vue, de travailler sur soi-même et puis aussi de partager ce retour d'expérience pour d'autres personnes qui voudraient commencer l'investissement, tout simplement. Ok, bon, merci déjà pour ce partage. C'est quoi ton objectif du coup? Co- Dis-nous un peu, est-ce ton objectif pour être libre, c'est quoi du coup? Mon objectif, tu sais, la liberté, c'est pas obligatoirement la liberté financière, ça c'est qu'une étape intermédiaire, c'est la liberté géographique et temporelle hein, qui m'importe. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à entreprendre. Alors, ça fait un petit moment, enfin pas entreprendre, mais investir, ça fait un petit moment. Et je pense qu'il faut vraiment se lancer dans l'investissement, tester beaucoup de choses, faire des erreurs. Tu vois, moi, c'est en 2019 que vraiment il y a eu un premier virage, parce qu'avant, j'épargnais. Je mettais de l'argent de Livret côté comme tout A. le monde. Livret A, j'ai fait un peu de bourse, un peu d'assurance vie, un peu de SCPI, mais je ne trouvais pas ma voie. Et c'est en fait en 2019 où il y a eu un vrai retournement. Je me rappelle, à Bordeaux, j'ai participé à un mastermind. J'hésitais d'ailleurs à y aller parce que l'inscription était à 100 euros. Alors, je pouvais me le permettre, mais je me disais, est-ce que je vais vraiment apprendre des choses? Et au final, j'ai changé. Enfin, j'ai eu un prix, peu importe. Et j'ai eu une claque. Et c'est à partir de là, en fait, où tout s'est déclenché. Mes premiers investissements immobiliers physiques, j'ai rencontré mon mentor dans l'immobilier. Et c'est petit à petit comme ça que, via des expériences, via des apéros IMO, via des rencontres, que j'ai pu avancer. Parce qu'avant, il y avait un petit peu un plafond de verre, des petits blocages. Et puis, voilà, ça s'est libéré, tout simplement. Ok, bon, on a un parcours quand même assez similaire, parce que pareil, ça a démarré pour moi aussi en 2019 sur un Ah oui, séminaire immobilier aussi. Donc, c'est super, hein. ouais, ça, c'est.
On a un parcours un peu identique. C'était qui, du coup, le séminaire? Juste par Alors le curiosité. séminaire, c'était le Club Rentabilité. D'accord. C'est un groupe voilà, géré par une personne, Thibaut, sur Bordeaux. Alors c'était assez intéressant parce qu'il regroupait d'une part des investisseurs, confirmés ou non, débutants, avec en parallèle des professionnels. Donc lui, il vivait dans son business plan, les professionnels devaient payer une certaine somme pour participer au groupe. Et de l'autre côté, bah, côté investisseur aussi, tu payais soit un abonnement mensuel, enfin c'était 30 euros, tu pouvais participer à 3-4 masterminds dans l'année, quelques apéros IMO. Et c'était vraiment très sympa parce qu'on rencontrait voilà, plein de personnes, beaucoup d'échanges. Et c'est comme ça que j'ai pu faire mes 2 premiers projets immobiliers, dont un que j'ai toujours et qui me rapporte de l'argent. Donc ça, c'est chouette. Ils sont à Bordeaux, du coup, Alors le tes premier, apparts? ouais, en fait, j'ai fait les deux en même temps. Compliqué en plus pendant l'année Covid, donc pas simple du tout. Le premier, c'est juste derrière le mur là. C'est au-dessus de mon garage et c'est d'ailleurs mon mentor immobilier que j'ai rencontré à ce moment-là, avec qui on a bien matché et qui venait régulièrement chez moi. On se faisait pas mal de réunions ensemble et tout. Première fois, il vient chez moi, il me dit mais pourquoi tu fais pas un studio au-dessus de ton garage? Je le regarde. Ah bon? Pourquoi? Ah non, c'est pas possible avec les voisins. Le lotissement et tout, ça va pas le faire. En fin de compte, j'ai mis 6 mois avant de débloquer le truc et puis j'ai fait un studio qu'on a loué d'abord à l'année aux étudiants. Parce que où j'habite, en fait, je suis à 100-150 mètres du campus universitaire de Pessac-Talence, donc je suis très très bien placé. Et puis en fin de compte, après, ma femme m'a poussé à aller vers de la location courte durée, chose qu'on a fait et qui marche super bien parce que j'ai juste à descendre. Voilà, je suis à l'étage, je descends. Dès qu'une personne part, je fais le ménage. L'entrée, check-in, check-out, c'est totalement automatisé. Et puis, bah, ça me fait une petite pause dans la journée. Donc, ça c'est top. Et l'autre projet, il était sur Agen. Alors là, c'est intéressant aussi, expérience différente, parce que c'était une colocation 4 chambres, super bien au 9e étage de la plus grosse tour d'Agen. Donc, super vue, très, très intéressant, très qualitatif. Après, le problème, c'est erreur sur la demande locative, en fait, que je pressentais déjà à l'achat. J'avais quelques doutes et en fait, au bout d'un an et demi, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de colocations à Agen, même qui était arrivé après sur la dernière année. Un syndic de copropriété qui commençait à devenir très très compliqué, plein de difficultés. Donc j'ai décidé de revendre en prenant une plus-value. Donc voilà, il faut faire des choix. Bon, ça se finit bien quand même. Ça se Ouais, finit ouais, bien. ça va. OK, bon, bah, parfait, pareil, hein, j'ai aussi commencé par un petit studio, quand j'étais dans Paris, juste au-dessus de chez moi, donc moi, c'était mais bon, il y a un T'en peu as plus longtemps. plusieurs? Ouais, t'en Ouais, as aujourd'hui, plusieurs là encore? là, il m'en reste 9 aujourd'hui. D'accord. Mais bon, je suis plus en phase de vendre en ce moment. Donc La gestion locative est compliquée en France, c'est de et pire en pire et c'est pas simple. C'est pas simple. et puis je sais pas déléguer. C'est ma problématique, c'est que je ne sais pas déléguer. Je trouve que c'est toujours mal fait, donc voilà. Donc j'ai besoin de gérer et 9 biens, c'est bon, il y en a un qui est géré aussi par ma famille, donc ça va. Mais je apporte juste ma patte. Mais les autres, et en plus, ils sont pas en bas de chez moi pour le coup. Ils sont entre 1 heure et demie, 2 heures de chez moi, donc ça fait un peu de travail, voilà. Donc, en effet, là, pour l'instant, je vais aussi me laisser un peu de temps, commencer à revendre et comme, je pense comme toi à la liberté géographique et je pense qu'il va falloir que je me déleste de quelques biens immobiliers. On va parler un peu du coup de ton profil investisseur. Tu nous as parlé du coup de l'immobilier. Juste, est-ce que tu peux nous dire en termes, pour le coup, c'est un peu plus financier, mais c'est quoi ton objectif SMART? C'est pour toi être vraiment complètement libre financièrement, il te faut combien par mois? Il faudrait que tu génères combien par mois? Et pourquoi tu veux le faire surtout? Tu nous as parlé de liberté, mais enfin, pourquoi tu veux être libre? Pourquoi? J'ai envie de creuser un peu là-dessus. Plusieurs choses. Alors déjà en termes de cible financière, moi mon objectif déjà c'est d'atteindre les 3 000 € net, D'accord. hein, parce que tout ce que je partage d'ailleurs dans mes vidéos, mon bilan mensuel, c'est vraiment du net, hein, net de fiscalité. 3 000 €, j'ai fait quelques mois, 2 mois, je crois, à 1 500. Donc, il y a le double à faire, sachant que bah, ça ira plus vite d'aller de 1 500 à 3 000 que de 0 à 1 500. Ça, c'est une certitude. Donc, ça, c'est intéressant de développer les choses. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, enfin, toujours sur les investissements,
J'ai mis beaucoup de temps, je me suis cherché, j'ai touché à tout, j'ai investi dans de l'or, j'ai investi dans les cryptos, j'ai investi en bourse, en SCPI, en assurance vie, enfin plein de choses. Ce qui m'intéresse, moi, c'est plus la gamification de l'investissement. De plus en plus, c'est d'aller vers des revenus mensuels assez lisibles. Même côté crowdfunding immobilier, où j'ai beaucoup de projets parce que je suis un gros investisseur en crowdfunding immobilier, j'ai beaucoup de projets sur le long terme, mais la réalité, effectivement, la conjoncture fait que, au final, un projet qui doit durer 2 ans, avec les prorogations, il va durer 3, peut-être 4. Le capital, on le reverra pas avant la fin. Les intérêts, on les revoit pas non plus. Alors, on les reverra à la fin parce que pour la plupart, moi, j'ai de très bonnes garanties sur les projets, mais on palpe pas les choses. Et je trouve qu'en termes de motivation, parce qu'il y a l'aspect mindset qui est important, de recevoir des choses tous les mois, c'est factuel, ça tombe, on voit que ça tombe et ça motive d'autant plus à continuer à investir. Et je pense que c'est une dimension dans l'investissement qui est assez peu évoquée. Beaucoup de personnes parlent du très long terme. Alors ça va bien aussi peut-être sur des profils qui ont un travail, qui sont bien épanouis dans leur boulot, il n'y a pas de souci et ils font ça pour le plus long terme, peut-être pour la retraite, leurs enfants, peut-être en termes de succession, voilà, pour la famille. Mais derrière, moi, personnellement, ce qui m'intéresse plus maintenant, c'est vraiment d'avoir une visibilité sur mes revenus mensuellement. Un petit peu comme mon studio en location courte durée à côté, où, en fin de compte, avec le recul, c'est 400, 450 euros net qui tombent tous les mois. C'est clair, il y a très peu de variations sur l'année, ça tombe tout le temps et c'est du pur bonheur. Donc ça, c'est côté financier. Donc, pour reprendre un petit peu de hauteur, axé sur l'immobilier, je me force un petit peu à investir en bourse, notamment sur quelques ETF dans le PEA et puis sur 7-8 actions sur Trade Republic. Donc ça, c'est un petit peu ce que je fais, mais il y a peu de retours mensuels. C'est pour ça que j'investis beaucoup en immobilier par ailleurs. Ok. Et concernant le pourquoi, écoute, déjà de liberté financière, ça serait une étape pour plus tard. L'idée, c'est de se rapprocher déjà un petit peu de la mer. Alors à Bordeaux, on n'est pas loin de l'océan. L'idée, c'est clairement de retourner vivre au bord de mer. Alors j'ai habité pas mal en Normandie, en Basse-Normandie, sur les plages du débarquement. L'idée, vraiment, c'est de pouvoir se lever le matin et de profiter de la mer. Ça, c'est vraiment une envie, c'est de voyager et puis aussi d'accompagner. Alors ça, c'est plus sur du court terme, d'accompagner sur le court terme mes enfants dans leur pratique sportive, notamment mon fils qui fait beaucoup de sport, qui a eu son titre de champion de France là, en pump track il y a 2 semaines. Donc c'est un budget, l'idée c'est de l'accompagner à l'échelle européenne et un peu plus haut mondial, vu qu'il a des capacités. Et donc ça, il faut de l'argent et l'accompagner au mieux sur du court terme, voilà, sur 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est important maintenant pour lui parce que c'est une opportunité qui ne se représentera pas, quoi. Ok, donc par contre, dans ta liberté géographique, toi, tu te vois rester en France, si je comprends bien. Oui, après, je pense que même déjà quitter Bordeaux avec les enfants, ça sera compliqué. Donc on va attendre quelques années pour qu'ils grandissent un peu, qu'ils soient un peu plus autonomes. Après, quitter la France, non, je pense, j'ai vraiment envie de voyager. Ça, c'est clair, plus qu'aujourd'hui. Mais quitter la France, après, nous, on a, on est ancré, il y a la famille, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, je pense. Alors après, je sais pas si tu as une famille, si tu as des enfants, mais je trouve que quand on a une famille, ça devient de plus en plus compliqué, quoi, de casser après les liens de tes enfants avec leurs copains, etc. Ouais, mais c'est pour ça que pour moi, c'était important de savoir aussi si tu avais des enfants, parce qu'on voit beaucoup de youtubeurs, influenceurs qui ont dans nos âges à peu près 40, 30, 40 ans et qui se disent, voilà, c'est facile, épargner 70, 80%, partez au bout du monde du jour au lendemain. Voilà, quand on a des enfants, voilà, moi aussi j'ai 2 filles, c'est peut-être plus compliqué. C'est clairement plus compliqué. Il y a des contraintes qui sont pas les mêmes que ces influenceurs de Dubaï ou autres. D'ailleurs, ils sont pas qu'à Dubaï, même loin de là. Mais voilà, pour moi, en ce moment, je fais cette démarche pour voir aussi pour partir, en tout cas quitter la France, c'est un choix familial. Mais l'une des plus grosses contraintes aujourd'hui, c'est l'école des enfants. Donc, c'est ce qui coûte le plus cher et c'est ce qui est le plus compliqué. Donc, clairement, c'est pour ça aussi que je voulais savoir si tu avais des enfants. Ben oui, mais c'est vrai que c'est pas simple. Alors après, les enfants, ça apporte tellement de choses positives au quotidien, Bien donc sûr. ça c'est top. Par contre, d'un point de vue pour atteindre la liberté financière, effectivement, hein, je m'adresse à l'audience, commencer à investir le plus tôt possible, à épargner, à chercher aussi à développer des side business si vous êtes salarié ou autre.
c'est important de faire gonfler ça parce qu'au début, on ne voit pas trop l'impact. Mais si vous commencez à investir sur des plateformes, hein, même sur Realty ou sur d'autres plateformes, de fait toucher petit à petit des revenus et de continuer à investir, effectivement, les premiers mois, on ne voit pas trop, mais au bout de 6 mois, 1 an, déjà, on voit que ça commence à tourner et on voit très bien comment ça peut grossir et s'accélérer. Et tout peut s'accélérer. D'une part, sa capacité d'épargne, d'autre part, ses revenus, parce qu'on peut toujours gagner un petit peu plus. Moi, je vois que des opportunités. C'est juste le manque de temps derrière qui me pose problème. Et puis, petit à petit, voilà, ça s'accélère. Ça, c'est ça qui est bien, l'effet boule de neige. Exactement. Est-ce que tu peux nous partager à peu près ton patrimoine aujourd'hui, ton patrimoine net, parce que tu parles en net? Patrimoine net, c'est toujours un petit peu compliqué. Je pense que côté immobilier, à peu près 300 000 euros net. Voilà, il me reste un crédit sur ma résidence principale. Et après, globalement, 300 000 euros, un petit peu moins, je crois, 270 en termes d'investissement direct sur tout type d'investissement, crowdfunding notamment, une grosse partie, mais aussi de la bourse, du crowdlending et pas mal d'autres choses. Donc globalement, pas loin, voilà, on va dire 550 000 euros en global. Ok, donc déjà beau patrimoine. Et du coup, comment tu l'as construit ce patrimoine? Vraiment, c'est l'immobilier. Enfin, on va Ouais, parler que d'immobilier, l'IMO, mais alors que d'épargne, voilà. Après, effectivement, je pense que le fait d'avoir été ingénieur fait qu'on gagne un petit peu plus. Et voilà, j'ai toujours épargné régulièrement, même si j'ai très mal investi. Donc, d'où l'intérêt de se former gratuitement ou pas, mais voilà, on peut se former gratuitement facilement sur YouTube. Donc, petit à petit, de l'épargne, et puis également à partir de 2019 aussi une accélération via l'immobilier physique. Parce qu'il faut bien comprendre que par l'immobilier physique, il y a de l'effet de levier. On peut obtenir des prêts avec différés pour différés d'emprunt. Ça, j'en ai joué énormément sur les deviens avec des différés d'1 an et demi, ce qui fait qu'au bout de 6 mois, moi, j'avais terminé mes travaux, etc., ou même 4 mois, c'était loué. Et pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, ça générait le jackpot. beaucoup, beaucoup d'argent. Jackpot, donc il y a ça. Et puis également, j'ai joué aussi sur le fait je cherchais voilà l'élément, je l'avais perdu. Sur les travaux, il y a des banques qui financent notamment des budgets travaux sur devis et pas sur facture. Donc ça aussi, c'est des petites astuces qui permettent d'emprunter voilà, sur 100 000 euros, 105 000 euros, un peu plus sur devis. Et puis la réalité, c'est qu'on les dépense pas et on vient jamais nous demander de justifier les sommes. Et ça, c'est des petites choses qui aussi ont permis d'accélérer au-delà de l'épargne et puis au-delà de voilà, mais après pas obligatoirement de succession et de choses. C'est vraiment tout est construit pas à pas depuis longtemps. Voilà. Donc c'est grâce à toi, à tes efforts, ton travail et tes sacrifices malgré tout, parce que d'épargner est un sacrifice. Faut être, Ouais, c'est un sacrifice. Clairement, voilà, le fait d'atteindre la liberté financière. Alors après, ça peut être fait tu le sais de toutes les manières. Il y a ça peut se faire tranquillement aussi sur une vision long terme, sur 30 ans, on va dire, d'épargner des sommes, de continuer à vivre, voilà, mais ça sera très très long. Donc, faut vraiment être bien dans sa situation actuelle de salarié ou autre, hein. Et après, l'autre manière, c'est vraiment, et c'est aussi pour ça que j'ai été vers YouTube et vers cette création de contenu, c'est aussi d'aller vers l'entrepreneuriat, d'entreprendre, parce qu'on gagne plus et ça permet aussi d'accélérer. Après, on a moins de vacances, on travaille également le week-end et c'est autre chose. Mais derrière, ça va clairement plus vite, quoi. on travaille la nuit aussi parfois. Ouais, C'est c'est sympa. c'est Donc pas toujours aujourd'hui, simple. ouais, aujourd'hui, tu m'as dit tout à l'heure à peu près 1500 revenus passifs, c'est ça? Ouais, 1300, 1400 euros. Et effectivement, mon problème numéro un, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de gamification de l'investissement, c'est que j'ai quand même une variabilité de mes revenus. Alors, j'intègre pas la bourse, mis à part les dividendes, mais Mmh. j'intègre pas les plus-values dedans. Mais avec le crowdfunding immobilier, j'ai vraiment une variabilité de mes revenus et je me dirige maintenant beaucoup plus vers des projets d'intérêt mensuel euh, pour avoir une meilleure lisibilité. Et également, en parallèle, c'est quelque chose, d'ailleurs, je sortirai une vidéo prochainement sur laquelle je vais pas mal travailler sur le fait que quand on reçoit même des intérêts mensuels, même si c'est un coût supplémentaire pour le porteur, si le projet est bon, c'est de l'argent qui est pris, il est pris, quoi. Alors, plutôt que d'attendre peut-être 2 ans, 3 ans, et à la fin, la plateforme nous dit bah non, le porteur, il peut pas, il peut plus vous rembourser, donc il peut s'asseoir sur les intérêts. OK, moi je peux l'entendre, hein, c'est pas grave, je récupère les liquidités, je ferai mieux.
parce que j'ai fait plein d'erreurs sur des sélections de projets. Mais derrière, le fait de les avoir de base, c'est déjà des sommes d'argent qui reviennent, qui ne seront pas remboursées in fine, même s'ils payent plus cher, si c'est de beaux projets avec de belles marges ou ce genre de choses, je trouve que ça a du sens et ça lui met aussi une pression aux porteurs sur le fait de rembourser aussi les investisseurs chaque mois et il se rappelle peut-être aussi qu'on est là, alors que s'il part sur un projet pendant 2-3 ans sans penser à sa dette ou très très peu, c'est peut-être différent. Il peut réutiliser les liquidités pour autre chose et c'est toujours un petit peu plus complexe peut-être. Donc ça, c'est quelque chose que je fais évoluer, mais toujours dans cet aspect, je le redis, gamification de l'investissement, parce que ça, c'est quelque chose qui m'anime vraiment depuis, on va dire, 6 mois. Du coup, c'est quoi tes plateformes de prédilection aujourd'hui? Alors, il y a la première brique, bien sûr. Il y a Baltis, que j'aime bien. Il y a d'autres plateformes en crowdfunding immobilier. Je suis aussi en train d'élargir sur le crowdlending. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Alors, bien sûr, ça sera des petites sommes, parce que souvent, c'est la plupart du temps des plateformes non régulées. Mais c'est intéressant parce que c'est des intérêts mensuels qui tombent tout le temps. C'est des plateformes qui ont quand même un peu de bouteille, qui ont 7, 8 ans, 9 ans. De moi-même, je n'y aurais pas été, mais avec mon groupe Telegram, j'ai beaucoup d'échanges avec beaucoup d'investisseurs confirmés, des personnes qui investissent de grosses sommes dessus depuis des années. Et effectivement, en analysant après les sociétés de prêt, ce genre de choses, on se rend compte que y a un vrai sérieux quand même derrière. Même s'il n'y a pas de régulation, même si ces plateformes ont vécu beaucoup de crises, crise Covid, crise ukrainienne pour certaines, qui avaient des prêts d'ailleurs en Ukraine, qui remboursent, comme Pierre Derry. Au final, c'est des plateformes sérieuses quand on analyse finement et aussi sérieux, je pense, que des plateformes qui ont l'agrément PSFP, parce que l'agrément PSFP, je C'est juste pense, un et d'ailleurs, agrément. pour en avoir parlé avec d'ailleurs un fondateur dont je tairai le nom en off sur une vidéo, il me dit si on a envie de monter un Ponzi, même en étant PSFP, pas de problème, hein, on peut. Après, c'est juste, Oui. voilà. C'est juste un tampon et voilà, derrière, ça ne garantit pas que la plateforme est sérieuse et qu'elle va nous proposer des projets sérieux. Donc, encore une C'est fois, sûr. attention à toutes ces étiquettes et voilà, parce qu'honnêtement, on les connaît, l'AMF, c'est pas le plus gros garant qui existe. Oui. OK, on va parler de Realty, du coup, de ta vidéo. Du coup, pour rappel, donc c'était il y a à peu près 4 mois, tu as annoncé que tu as arrêté Realty après 8 mois, d'essai et tu nous donnais 3 raisons principales pourquoi tu souhaitais arrêter Realty et du coup, je vais te laisser nous rappeler, du coup, ces 3 raisons. Oui, alors ici, vaste vidéo qui a fait beaucoup, qui a amené beaucoup de discussions, beaucoup de commentaires. Alors, il faut bien comprendre qu'avant, moi, Realty, j'avais sorti déjà au moins 8-9 vidéos, donc pas mal de vidéos structurées sur le YAM, sur pas mal de choses. Donc, j'ai vraiment analysé la plateforme. Plateforme intéressante, parce que investir à partir de 50 €, des loyers hebdomadaires, puis pas mal de fonctionnalités, très intéressant. Mais au final, quand j'étais au bout du bout, je me suis rendu compte que alors, la barrière d'entrée est quand même assez compliquée pour un investisseur lambda. Ça peut être limitant pour moi, toute ma base d'investisseurs. Alors, c'est pas pour ça que j'ai arrêté, mais c'est un constat. C'est beaucoup plus compliqué quand même d'aller investir sur Realty, un peu plus compliqué par rapport à une plateforme type les Brix ou d'autres plateformes de ce type-là. Ça, c'est le premier point. Oui, j'aurais pas dû prendre l'exemple de Brix, mais j'ai sorti une vidéo récemment dessus. Je sais, Deuxième élément, effectivement, c'est la complexité un petit peu de l'écosystème. C'est-à-dire que, alors moi, j'ai interviewé Jean-Marc sur ma chaîne YouTube. C'était excellent. Des pionniers hyper inspirants, toute leur carrière sur Montréal et j'en passe, très, très inspirant. Mais derrière, on voit bien une vraie complexité avec plein de fonctionnalités, plein d'outils. C'est-à-dire que pour maîtriser l'écosystème, il faut vraiment s'investir, suivre les community calls qui sont bimensuels, si je ne me trompe pas, si ça n'a pas changé. S'investir dans ces réunions, bien suivre ce qui se passe, il y a des nouvelles fonctionnalités, plein de typologies de tokens, plein de choses. Et donc, tout ça fait que ça demande quand même un certain temps avant d'appréhender aussi le RMM, les maisons de réinvestissement. Donc, mais ça, petit à petit, je m'y suis fait. Je me suis formé là-dessus. J'avais déjà investi un peu en crypto avant, donc c'était pas trop gênant, mais quand même pas mal de choses et aussi pas mal d'outils communautaires. Tu en parles régulièrement dans tes vidéos aussi, vidéos d'analyse où officiellement, donc la plateforme a des fonctionnalités de base, mais quand on découvre un peu cette plateforme, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'outils communautaires périphériques que tu connais pas au départ, qu'il faut découvrir. Donc c'est tout un écosystème qui est, il y a le mot complexe, mais qui est pas simple quand même à appréhender.
Une fois que c'est fait, c'est très bien, mais au départ, c'est pas toujours simple. Donc C'est là-dessus, pour ça moi, qu'on est là aussi. oui. On Donc sert à ça aussi. c'est ça. Donc j'ai commencé à voilà faire pas mal de vidéos là-dessus, à investir. Donc tout allait bien jusqu'au moment où je me suis un petit peu posé sur l'imposition Et que le je gros pensais problème. assez simple au départ et je suis assez perfectionniste. Hein, c'est mon côté informaticien aussi. J'ai fait aussi des vidéos sur le sujet. J'ai regardé beaucoup d'interviews, notamment d'avocats fiscalistes. Montaigne conseiller patrimoine, j'ai lu tous les documents Waltio, il y a plusieurs j'ai regardé pas mal de choses. J'ai également beaucoup lu, si les personnes ne le connaissent pas, le groupe Realty Fiscalité, au point de me rendre compte que mes sollicitations aussi auprès des impôts, je pouvais avoir des retours différents, des retours qu'il y avait sur le groupe Telegram. Et ce qui m'a vraiment effrayé à un moment donné, tu vois, c'est comme en 2019 quand j'ai commencé à investir en immobilier, là j'ai eu un tilt, c'est quand j'ai vu Montaigne, conseiller patrimoine, avec l'avocat fiscaliste, dont j'ai oublié le nom, qui Ouais. présente un tableau de tous les cas de figure de la fiscalité. Et là, je me suis dit, waouh, waouh. Parce que la fiscalité des loyers, la fiscalité à la revente, la fiscalité via les maisons de réinvestissement, la fiscalité via le RMM, on se retrouve avec un pool de... Alors on peut se dire c'est simple, c'est la flat tax. Ok, c'est ce que certains ont répondu sous ma vidéo. Ok. Mais derrière, quand on écoute ces gens-là qui sont experts, alors qu'ils peuvent se tromper, hein, on se rend compte que tous ces cas de figure, en fait, sont tous un petit peu différents et que personne, en fait, même eux, ils n'arrivent pas à répondre à cela. Alors après, tu peux prendre aussi un petit peu de hauteur et te dire, bon, je gagne quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros, les impôts, Oui, même bien s'ils sûr. reviennent vers moi, c'est pas grave. Donc au début, je me suis dit ça, et puis à un moment donné, quand tu commences ta déclaration d'impôt et que tu commences à vouloir voilà, calculer vraiment ton impôt, comment tu vas regarder le BOFIP, comment faire la conversion de dollars en euros, sachant qu'il y a aussi un déni de beaucoup d'investisseurs qui, eux, Sur le considèrent ça dans la masse, security. Ouais. voilà, ils considèrent ça dans la masse crypto. Et plein d'investisseurs confirmés hein, que j'ai sur mon groupe Telegram qui me disent que dans la masse crypto, c'est pas fiscalisé. Ok. Donc tout ça fait que bah, ça m'a amené à une complexité, voyant aussi que je passais du temps. Et pour finir, hein, parce que ça fait beaucoup de choses et je te redonne la parole parce qu'on va pouvoir rebondir là-dessus. Quand je me suis rendu compte que j'ai commencé à investir à des rendements à 10%, je voyais que ça s'érodait et que la plateforme avait peut-être un petit peu de mal à trouver d'autres zones géographiques avec des rendements élevés et puis que ça en tombait à 9,5%, 9%, et qu'en parallèle, cette plateforme, pour faire une déclaration fiscale digne de ce nom, nécessitait de manière hebdomadaire d'avoir une traçabilité précise de tes loyers qui revenaient, combien, dès que tu fais une vente sur le YAM ou tu revends des choses, tu dois tout tracer. Là, je me suis dit, mon ratio rendement, risque et temps ne colle pas par rapport à ce que je veux faire, une certaine passivité de mes revenus passifs. Et donc là, j'ai dit stop. Voilà, en fait, je termine là-dessus. C'est ça qui m'a amené un petit peu globalement à dire stop. Ok, bon, très clair. Et je pense que toute personne qui s'intéresse un peu à l'investissement et ses investissements ne peut que être d'accord en tout cas sur les grandes lignes que tu viens de nous donner. Juste pour rappel, nous ne sommes pas conseillers fiscaux, donc on ne donne pas de conseils fiscaux. Donc tout ce qui va être dit dans cette vidéo, ce n'est que une vision, en tout cas, de ce que nos recherches et de ce qui est dit, en tout cas, sur la toile ou sur les différents télégrammes. Donc ça, point très important. Juste si on revient sur le premier point, donc premier point, la complexité de l'écosystème. Alors, bon, encore une fois, hein, je peux que être d'accord parce que c'est vrai que entre cliquer sur, alors je le conseille pas du tout sur un Brix, parce que tu l'as parlé de Brix, donc cliquer sur un Brix et mettre juste 100 euros, on clique et c'est validé. C'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup plus facile, mais encore une fois, comme d'habitude, faites vos propres recherches avant d'investir votre argent, ça c'est hyper important. Et bah, c'est un peu la même chose pour moi chez Realty. Certes, c'est un peu plus compliqué, et en effet, il y a le côté crypto, le côté blockchain. Alors après, il y a le walletless et autres, mais qui ne permet pas de faire aussi d'utiliser toutes les fonctionnalités du site. Mais bon, quelqu'un qui voudrait juste cliquer, en tout cas, il peut le faire. Mais je suis totalement d'accord avec toi, c'est un peu plus complexe. Au début, il faut un peu plus de temps pour s'adapter, pour vraiment comprendre tout cet écosystème. Alors moi, j'ai trouvé ça hyper enrichissant parce que clairement, moi, Realty, à titre perso,
c'est aussi eux qui m'ont un peu, on va dire, intégré à la crypto, même si j'avais déjà acheté via Binance du Ouais. Bitcoin ou autre, voilà, mais comme tout le monde, mais voilà, via une plateforme, via un DEX en fait, un SEX, pardon. Mais du coup, là, grâce à eux, je suis allé un peu plus loin. J'ai essayé de comprendre finalement qu'est-ce que vraiment la blockchain. Bon, voilà. Après, bien sûr, il y a plein d'investisseurs, plein de gens qui n'ont pas envie de faire toutes ces recherches, qui n'ont pas envie de s'emmerder avec ça. Ça, je peux entièrement les comprendre. Et voilà. Donc, encore une fois, nous, on est là aussi. Notre rôle, c'est aussi de vulgariser les choses et de les aider, les accompagner là-dessus. Ça permet aussi de faire tourner un écosystème. Clairement, et ça, je pense que tu en avais parlé dans ta vidéo, l'une des forces de Realty, c'est sa communauté, qui est quand même, dans la grosse majorité, plutôt bienveillante et qui est vraiment là pour aider les gens et qui, voilà, qui donne des infos. Alors, il y a aussi quelques fans et quelques. Voilà, on l'a vu dans certains les commentaires sous ta vidéo. Mais voilà, je pense que clairement, c'est quelqu'un qui veut y aller. Il n'y a pas non plus de souci pour y aller. Il peut comprendre et avec un minimum d'effort intellectuel, on peut y arriver. Mais je suis d'accord avec toi, c'est quand même plus complexe qu'un Brix, qu'un la première brique ou autre. Ça, on est entièrement d'accord là-dessus. Ensuite, alors là, le gros, on va peut-être pas garder la fiscalité pour la fin parce que clairement, c'est le plus, c'est le gros du gros. Mais j'ai pas forcément. C'est peut-être le point sur lequel on est en moyen désaccord, c'est peut-être le côté ratio rendement temps, où tu nous parles notamment des CC, où qu'il faut suivre l'évolution, où il faut bon, hormis les impôts, encore une fois, je sais que c'est une grosse partie. Si tu retires le temps des impôts, je suis assez d'accord. En rendement temps, on est correct hein, sur du fractionné, on va dire, fractionné tokenisé, mais effectivement, on est sur des taux supérieurs à ce qu'on peut trouver ailleurs sur d'autres plateformes comme Tantième ou autre. Hein, ça, c'est certain. Oui, voilà. Après, il faut comparer ce qui est comparable, parce que le comparer à du crowdfunding immobilier, voilà, c'est quand même deux choses différentes. Et on le voit en effet sur d'autres plateformes d'immobilier fractionné, type, tu as cité Tantième, mais on peut citer Brix à l'époque, puis maintenant, parce que maintenant c'est du crowdfunding immobilier. Mais voilà, c'est clairement, c'était pas la bonne époque de Brix. Euh, voilà. Et même, on peut le comparer à une SCPI, je pense, c'est ce qui se rapproche le plus. On voit que les rendements sont quand même plus, plus intéressants à ce jour chez Realty. Et au niveau temps, bon, voilà, les CC, honnêtement, il y a des résumés, vous n'êtes pas obligé de les suivre à chaque fois. Je pense que c'est pas ce qui va. Enfin, je pense que si vous loupez 2-3 CC, comme en plus tu l'as dit dans ta vidéo, souvent il y a les mêmes sujets qui reviennent et ça peut être parfois. Alors, le bureau des plaintes de l'informatique, certes, mais aussi de certains investisseurs ou qui disent de toujours un peu la même chose. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais voilà, donc c'est pas très très grave de louper les CC. Vous suivez le MAC tous les lundis. Voilà, ça dure un quart d'heure, 20 minutes et vous avez toutes les infos, ça suffit. Il n'y a pas besoin de voir tous les CC. Euh, donc oui, là-dessus, je suis un peu mitigé, surtout que, encore une fois, à ce jour, mais les performances passées ne présagent pas les performances futures, mais à ce jour, bah, la plupart des tokens ont pris de la valeur et quand même des belles augmentations et bah, ces derniers temps, même s'il y a quelques retards sur les réévaluations ces derniers temps. Donc, en moyenne, on est quand même sur du 11-12. Alors certes, pour un nouveau investisseur qui arrive aujourd'hui, on est plus sur des rendements, alors vraiment rendement pur, on est sur du 9, 9,5 ces derniers temps, à Détroit, à Cleveland ou autre. Mais voilà, s'il faut intégrer la potentielle plus-value plus tard, si vous écoutez mes vidéos, moi, c'est ce que j'essaye. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, mais j'essaie de vraiment revaloriser ça et d'acheter au mieux, en tout cas, le moins cher possible, en tout cas par rapport au prix. Ça, c'est important pour moi. Donc, voilà, je suis d'accord et pas d'accord là-dessus. Et Donc voilà. tu intègres aussi, petite parenthèse, parce qu'effectivement, il y a le prix du token, son rendement, il y a la valorisation du token, pas de souci. Il y a également quand même un délai de carence initiale assez conséquent, parce que je regardais, je crois que c'est ce matin ou hier matin, je ne sais plus, sur les propriétés, maintenant on est à 2 mois et demi. Mhm. Il y a un an, on n'était peut-être pas à ce niveau-là. Voilà, c'était peut-être un petit peu plus rapide. Et puis, il y a également, peut y avoir des vacances locatives également.
Et ça doit être intégré parce que ça, le rendement affiché de 9, 9,5, c'est pas un rendement réel en fait, même si Ouais, je derrière, partage. probablement qu'au bout de 5 ans, tu seras peut-être à 10%, mais il y aura peut-être eu de la vacance locative, il y a les augmentations de loyer, il y a aussi le délai de carence initial. Donc ça se calcule, mais c'est du long terme. Après, ouais, encore une fois, c'est pas une obligation, pour moi, quand j'achète du realty, j'achète de l'immobilier et enfin, tu as déjà acheté de l'immobilier physique, donc tu sais de quoi tu parles aussi. Mais quand tu achètes un bien, bah, ouais, il y a le notaire, il y a les travaux, il y a un délai, quoi, et c'est une vision long terme. Alors ça va pas être une vision sur 20 ans, mais moi non plus, hein, quand j'achète mes apparts, j'ai pas une vision sur 20 ans, même si mon crédit est sur 20 ans, j'ai une vision à 5, 7 ans. À Realty, je suis sur cette période aussi, hein, donc oui, certes, mais il y a 2 mois où je vais rien toucher. Hem, Bah, alors au tout début de mes analyses, je le faisais, je le mettais le rendement affiché et le rendement sur les 12 premiers mois. Je le donnais. Bon, ça il y a beaucoup de gens qui disent: «Ça servait à rien si tu as une vision long terme». Bon, je suis C'est d'accord vrai. aussi, Ouais, mais c'est voilà, vrai. sur 5, 7 ans, ça se gomme. Le fait qu'il y ait des vacances locatives, c'est vrai, il y a une grosse année, je crois, il y a eu quand même des grosses vacances locatives qui ont duré sur certaines propriétés assez longtemps. Après, encore une fois, il faut se diversifier. Il ne faut pas acheter 10, 20 biens chez Realty. Je pense que c'est encore une fois une vision long terme. Il faut acheter voilà, un petit peu de chaque. Il faut vraiment se diversifier beaucoup. Voilà, moi, j'ai 350 propriétés différentes. Donc, si j'en ai 10, 20, 30 où bah, pendant un mois, il n'y a pas de location, ah, c'est un petit impact, mais voilà, ce qui n'est pas non plus énorme. Mais voilà. Encore une fois, je suis d'accord, mais même avoir du 9, 8%, c'est quand même pas sur de l'immobilier, c'est totalement passif pour le coup. Moi, pour moi, c'est du totalement passif comparé à l'immobilier physique. Je trouve que c'est quand même des rendements plutôt intéressants. Ah, je Voilà. suis d'accord avec toi. S'il n'y avait pas de toutes les manières, hein, et c'était le sens de ma vidéo il y a 4 mois, s'il n'y avait Et pas on cette va partie parler de la fiscalité fiscalité. qui est chronophage, j'y serais encore, ça c'est une certitude. Mais après, voilà, c'est une question de choix, hein, de toute façon, d'affinité aussi pour l'investisseur, de choisir ces types d'investissement. Mais bon, cette fiscalité est assez particulière. Et du coup, ouais, on peut rentrer un peu là-dedans, même si c'est un peu complexe, tu as déjà dit pas mal de choses. Hem, une chose est sûre, c'est pareil, j'avais fait une vidéo sur la fiscalité, enfin, comment déclarer ses impôts. Alors, enfin, en tout cas, quelles étaient les idées, voilà, notamment sur les canals Telegram dont tu as parlé. J'avais parlé d'en effet, Montaigne, Patrimoine. Hem, c'est très compliqué. On est d'accord là-dessus, c'est très compliqué. Tu l'as aussi dit dans ta vidéo, le fait qu'ils nous disent, bon, bah, c'est pas notre ressort, on a des investisseurs dans 170 pays, on peut pas le faire pour chaque pays. OK, bon, je crois que la communauté francophone, alors francophone, c'est pas forcément en France, mais c'est quasiment 50% des investisseurs chez Ouais. Realty. Donc, si on prend, bah, c'est peut-être 40% de Français. Donc, bon, voilà, au bout d'un moment, je pense, et ils commencent à réfléchir là-dessus. En tout cas, ils en ont parlé dans un CC. Alors, d'ici que ce soit fait, ça va être dans un an. Mais peut-être prendre un avocat fiscaliste pour les Français. Voilà. Mais encore une fois, dans les grandes lignes, parce que, encore une fois, la fiscalité, ce qui est important de comprendre, c'est que ça dépend aussi de chacun d'entre vous. Parce que chez Realty, vous pouvez investir en nom propre, vous pouvez investir en société, c'est une Bien possibilité, sûr. hein, via votre SCI, si vous avez à l'IS, bien sûr, sinon à l'IR, ça ne sert à rien. Ensuite, vous pouvez avec une société lambda. Vous pouvez être français, mais vivre, bah, je sais pas, en Espagne. Vous pouvez vivre à Dubaï ou autre. Donc, encore une fois, ce sera entièrement différent. Et comme tu l'as rappelé, c'est aussi comment vous achetez. Vous achetez en carte bleue, ce sera différent. Si vous l'achetez en crypto, ce sera différent. Si vous rachetez avec la maison de Reinvest, ce sera encore différent. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas différents. Donc il faut comprendre que on peut pas. En tout cas, je comprends Realty aussi. Ils peuvent pas faire une généralité pour tout le monde parce que s'ils disent bah demain c'est la flat tax, je fais un résumé, c'est pas la flat tax. Euh, et bah, tout le monde va faire la flat tax, il va dire c'est Realty. Bah, en fait, non, enfin, c'est ça. Il faut comprendre que c'est pas aussi simple. Et pour moi, investir, c'est aussi s'intéresser à ses investissements et donc essayer de comprendre les choses. Pour le coup, je sais que c'est un peu complexe, mais comme tu l'as aussi rappelé, il faut montrer sa bonne foi aussi aux impôts. Donc, dire quelle est votre vision, comment vous interprétez la loi.
Donc, même eux, ils ne sont pas capables aujourd'hui de nous donner quelque chose de clair, les impôts. Donc si vous montrez votre bonne foi, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, il ne devrait pas y avoir de souci. Donc, c'est important d'ailleurs de renseigner la mention express, hein, parce que j'ai vendu en début d'année. Je sais que l'année prochaine, je vais devoir refaire une déclaration, la dernière. Sur ITI, c'est important aussi d'expliquer la philosophie selon laquelle en fait on a déclaré ses revenus. Ça permet aussi de se préserver, d'éviter les difficultés, et ça c'est une bonne chose, hein. Mais effectivement, il faut se former. Mais après, c'est le temps à allouer sur cette partie-là. Et après, je pense que ça fait partie, tu l'as dit, hein, des deux défis, parce que Realty, globalement, ils ont un outil monstrueux. Clairement, c'est l'avenir. C'est le début, ils sont pionniers, il n'y a rien à dire là-dessus. Une envie, une communauté aussi excellente. Mais après, là où peut y avoir les deux petits flous, deux petites zones d'ombre, c'est la partie juridique, à mon sens, d'aller, parce que c'est toujours cette complexité, ça a un coût d'aller dans d'autres pays. La structure juridique, on le voit bien, même aux US, il y a des petits changements qui se font. La France, ils voudraient, mais... Donc ça, c'est un premier blocage majeur pour eux, je pense, la partie juridique. Et la deuxième partie, c'est la partie fiscale. Alors, dans certains pays, ça peut être simple. J'avais vu le résumé là, du community call où ils disaient qu'ils allaient peut-être faire intervenir un avocat. Je pense que ça serait une bonne chose, hein, pour la France, même si c'est pour au moins dégrossir les gros cas de figure, le security token, ce genre de choses, rappeler et puis d'avoir peut-être une trame, même si c'est fait sous l'égide plutôt du cabinet d'avocats que sur Realty. Comme ça, Realty se mouille un petit peu moins, mais Realty pourrait financer peut-être un avocat pour un travail de fond, daté là-dessus. Mais c'est vrai que ces deux composantes, fiscales et juridiques, c'est vraiment deux défis majeurs, je trouve, pour la plateforme. Parce qu'après, sur le reste, ils ont un arsenal exceptionnel d'un point de vue technique, fonctionnalité, le RMM, enfin, il y a vraiment plein de choses à faire, ça c'est sûr. Ok, oui, c'est sûr. Les Realty, bon, aujourd'hui, ils sont pionniers. C'est ce que je disais dans des vidéos assez récentes, c'est que c'est les pionniers, ils innovent et voilà. Aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il y a, en tout cas dans ce domaine très précis, ils n'ont pas de concurrents quasiment. Et voilà, je parle de certaines plateformes, mais Realty est à des années-lumière aujourd'hui de ces plateformes-là. Et c'est pas pour rien, c'est que c'est très, très, très compliqué, à mon avis, au niveau, comme tu l'as rappelé, au niveau réglementation. Ça, jury, ça doit être très, très compliqué. Ils le rappellent aussi eux-mêmes assez souvent. Et après, en effet, je pense qu'il y a aussi, et c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant de te recevoir, c'est que je pense qu'il y a plein d'autres personnes enfin, on va dire que la communauté, même là, je le sens un petit peu, peut-être qu'elle ralentit aussi. Ça, c'est un point que je voulais alors, est-ce que c'est lié aussi à la crypto? Parce qu'on sait que chez Realty, c'est quand même très lié à la crypto et qu'en ce moment, on se fait un peu Oui. chier, faut le dire. Donc ça, c'est peut-être un problème. Mais même des gens, on va dire, dans des investisseurs un peu plus tradis, on va dire, les gens, en effet, je pense ont un peu plus de mal à venir chez Realty. Et je pense pour les sujets, enfin, clairement, pour les 3 sujets dont tu as évoqués, donc la complexité, la fiscalité, parce que on sait qu'en France, la fiscalité, c'est le sujet numéro 1 des Français. Je dis pas le contraire, voilà, je comprends. On a été matrixé là-dessus sur la fiscalité et que c'est important de donner à notre mère État. Mais voilà, je pense que s'ils avançaient, et je pense qu'aussi c'est notre rôle de rappeler tout ça. Je pense que ta vidéo a fait du bruit et je ne sais pas si ça arrivait là jusqu'à leurs oreilles, mais je pense que ça peut arriver jusqu'à leurs oreilles. Dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'investissent pas chez Realty pour ces raisons-là. Voilà, s'ils veulent grossir, s'ils veulent continuer à avancer, je pense qu'ils doivent régler ces problèmes-là. Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, c'est clairement le gros frein, en tout cas pour les Français. Alors après, s'ils veulent aller peut-être se développer sur des Dubaï yachts ou au Panama avec des gens où ils ne payent pas d'impôts, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Mais pour les Français, il va falloir nous aider un peu, je pense. Mais c'est là aussi ils vont être challengés, hein, en tant qu'entrepreneur, même toi aussi, quand tu développes tes activités, ta chaîne YouTube, tu fais des choses, tu te poses beaucoup de questions et c'est là où ils vont être challengés. C'est-à-dire qu'il y a une telle diversité de fonctionnalités, même je me souviens, je sais plus, quand il y avait le RMM qui était passé de V2 en V3, je vais peut-être pas dire de bêtises, je me souviens plus exactement. Oui, il va falloir de l'un à l'autre, c'était il va pas falloir qu'ils arrivent.
cette complexité, à un moment donné, il faut aussi arriver à la simplifier parce que quand il y a trop de complexité, en termes de charge pour la boîte, ça va être très compliqué à gérer parce que c'est une complexité réglementaire, juridique. À chaque fois, ils sont heurtés à ça. Si c'est fiscal, s'ils perdent des investisseurs, si techniquement, des choses qui sont attendues depuis longue date. Le bureau des plaintes, effectivement, c'est compliqué. D'ailleurs, je pense que c'est un peu une philosophie un peu à l'américaine parce qu'en France, on verrait jamais des community calls de cette manière-là. C'est-à-dire que ça serait beaucoup plus synthétique avec la roadmap, on en est là. Là, on voit bien que ça tourne, mais c'est aussi cet esprit communautaire, donc c'est une philosophie différente, mais ils ont vraiment de sacrés challenges à relever et ça peut être une crainte, comme un point fort aussi, parce que s'ils arrivent à les lever, peut-être que cette solution pourrait être déployée de manière beaucoup plus large. Mais d'un autre côté, est-ce que cette complexité va pas, à force, les freiner parce que peut-être qu'ils vont arriver devant des portes fermées, devant des États qui vont pas leur simplifier la tâche et que la capacité de développement va être très très limitée à l'avenir. Donc ça, c'est des vraies questions que je me suis posées. Mais après, si demain, c'est un petit peu ma conclusion sur Ilti, si demain il y a un cabinet d'avocats voilà, qui est financé par Ilti, je ne sais pas s'ils mettent quelques milliers d'euros sur la table, pour faire un petit peu un rapport sur la fiscalité, les différentes cas de figure. Alors, pas obligatoirement la fiscalité, flat tax, barème progressif, mais déjà expliquer security token, si le RMM, c'est de cette manière, maison d'investissement, c'est de cette manière. Là, on est sur une société de type LLC, dès qu'on reçoit des loyers, hop, on sort de la société. Là, on doit être fiscalisé, même si ça va dans la masse crypto après. Si tout ça est déjà expliqué, je pense que ça définirait un cadre, même s'il y a des zones de flou encore, ça serait vraiment déjà excellent. Mais je pense qu'ils ont dû voir la vidéo, peut-être pas Jean-Marc, mais également les autres personnes de l'équipe avec qui j'avais des contacts. Et je pense que voilà, mais après, ils ont beaucoup de choses à faire, mais c'est une belle aventure. Hein. Clairement, pour eux, c'est passionnant. Ils regardent à peu près tout ce qui se fait sur Internet. Je peux te confirmer qu'ils ont Oui. des oreilles un peu partout. Du coup, qu'est-ce qui déclencherait du coup ton retour sur Realty? On a compris, c'est ça en fait. C'est vraiment ce côté Alors, fiscalité. je vais faire simple. Ouais, parce que derrière, tu l'as très bien dit, la complexité à l'entrée. Toujours pareil, c'est comme l'immobilier physique, tu vas avoir des craintes, tu le fais, une fois que tu l'as fait, tu sais faire, il n'y a pas de souci. Donc, passer par Monerium, l'envoyer sur un wallet et voilà, ou par d'autres outils, une fois que tu sais le faire. Mais c'est vrai que tous ces rebonds-là, il faut les maîtriser. Et c'est pas non plus insurmontable. La diversité des outils communautaires et autres, évidemment, tu peux te former à force tu maîtrises. Donc, là où tu perds après le plus de temps, c'est cette partie fiscalité où il faut qu'on sache vraiment ce qu'on doit tracer précisément et la manière de le déclarer en fonction, bien sûr, de son statut. Si on a une TMI supérieure à 30%, voilà, c'est la flat tax. Si on est au barème progressif, tout ça. Alors, si la flat tax reste à 30% aussi, parce que à mon avis, ça risque de bouger. Merci la France. Hein. Vraiment bravo. C'est bien que tu réfléchisses à partir parce que vraiment, ça va être compliqué, je pense. Mais bon, je m'égare un petit peu, mais ça serait vraiment ça, parce que derrière, tu as raison sur le fait qu'une fois qu'on a dépensé du temps et qu'on maîtrise la solution, ça roule. Clairement, ça roule. Et si cette partie fiscale, on n'avait pas aussi la crainte d'avoir le couperet et des impôts qui nous retombent dessus parce qu'on a mal fait les choses, parce que tôt ou tard, je sais qu'ils sont en train de développer des outils côté impôts pour scanner vraiment la blockchain, savoir toutes les transactions. Peut-être que pour l'instant, c'est pas encore fiable à 100%. De toutes les manières, à mon avis, ils vont vers les gros wallets qui ont des centaines de milliers d'euros. Hein. Évidemment, il faut que ça soit rentable pour eux. Mais peut-être qu'à un moment donné, ils vont commencer à taper sur les personnes qui ont peut-être 20, 30 000, 40 000 investis sur Ilti et inévitablement, tôt ou tard, ils le feront. Et l'IA, c'est pas seulement pour nous et les Ça, sociétés. Hein. L'État, ils sont pas si cons que ça. Hein. Enfin, voilà, tiens. ils s'en servent aussi, ils développent des choses. Et c'est ça aussi qui va faire la différence. C'est que demain, aujourd'hui, en effet, un humain, un fonctionnaire, ça coûte cher. Voilà, donc c'est pour ça ils tapent en général sur les gros. Mais demain l'IA, elle peut traquer, ça lui coûte pas plus cher de faire traquer celui qui a 100 dollars ou qui a 1 million, en fait. Donc, ce sera exactement pareil. Donc, voilà, attention là-dessus, je suis entièrement d'accord. L'avenir, l'avenir est incertain en France. Voilà. Et ailleurs, dans tout le monde, en tout Oui. cas, développé. Je vais te laisser, en tout cas, le mot de la fin et nous donner un peu aussi tes actualités sur ta chaîne et voilà, faire un peu ton auto-promotion, comme on dit.
Non, bah, après moi, c'est très, très simple, voilà, j'ai une chaîne sur la liberté financière, voilà, je publie régulièrement du contenu, donc après n'hésitez pas, de toute façon tu mettras le lien j'imagine Oui. en description. J'ai également une deuxième chaîne YouTube dont j'en parlerai prochainement, c'est plus de la diversification entrepreneuriale et je suis en train de développer un site internet également, petit à petit, mais après il faut trouver du temps et ça c'est concernant un petit peu des projets de développement que l'on a tous. Mais après le mot de la fin, moi je pense que ce qui est important de dire, hein, pour les audiences, c'est vraiment d'investir sans se sacrifier à 100%. Après ça dépend, vers où on veut aller, mais d'investir parce que, aujourd'hui, voilà, le monde avance d'une manière assez étrange. Je pense qu'il faut vraiment se préserver, faire grossir son patrimoine, avoir une certaine souplesse via ses investissements, même si la fiscalité augmente demain de 30 à 35%, c'est pas grave parce qu'on aura quand même une souplesse, des revenus qui viendront à gauche, à droite. Et puis je pense que c'est comme ça qu'on a déjà un début de liberté géographique et temporelle parce que, pour revenir un petit peu, et ce sera un petit peu le mot de la fin, mes investissements à certains moments, par exemple en 2020, m'ont permis à un moment donné d'être à 80% dans mon travail avant d'avoir ma rupture conventionnelle. Et en fait, souvent les gens se disent, je suis salarié, je peux rien faire. Ben non, tu peux demander une rupture, un 80%. Tu commences à investir un petit peu, ça te rapporte de l'argent. Du coup, bah, tu vas passer de 100% à 80%, mais tes investissements vont peut-être te permettre d'être à 90% de ton salaire initial. Et comme ça, tu vas avoir une journée dans la semaine pour entreprendre, faire des investissements. Et tout ça te permet petit à petit, en fait, d'avancer. Et c'est pas noir ou blanc, ça se crée petit à petit, ce patrimoine-là. Et ça, je pense que c'est important d'avancer et de rien lâcher, quoi. Et bah, parfait, je trouve que c'est un très, très beau, mot de la fin, un très bon conseil. Mais si on donne pas de conseils, celui-là est un très, très bon, conseil. Allez, merci à tous de nous avoir suivis et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao. Salut Cédric.